Voilà, ça tourne. Bonjour Pierrot. Alors aujourd'hui, pour ce JT du grenier, je ne suis pas derrière avec mon écran en train de vous parler. On va simplement échanger avec Pierrot pour parler de son dernier bouquin, Survivre, non pas à l'effondrement économique, mais à la peur, sujet extrêmement et cruellement d'actualité, que ce soit évidemment avec la guerre en Ukraine aujourd'hui qui fait peur et elle a de quoi faire peur et puis on va en parler un petit peu. Et puis cette peur qui a été expérimentée, qui a fait également énormément de dégâts, notamment psychologiques, dans la jeunesse mondiale, européenne, française évidemment, puisque c'est ce qui nous touche et nous concerne le plus directement. Donc la peur, c'est un vrai sujet, c'est un bouquin extra, on va en parler avec Pierrot. Bonjour Pierrot. Bonjour Charles, ça me fait très plaisir de te revoir et d'être invité sur ton canal que je suis avec assiduité toutes les semaines. Écoute, c'est gentil. Ton bouquin, inutile de te dire qu'il m'a effectivement tapé dans l'œil. D'abord, son titre en référence à ton ouvrage célèbre qui est Survivre à l'effondrement économique et qui était finalement assez prophétique et qui a inspiré beaucoup de gens. Donc, Survivre à la peur, je suppose que ça fait un peu référence à ça et tu nous en parleras. Et puis également, quelque chose que j'ai remarqué, c'est le graphisme. Et ce graphisme me fait furieusement penser à une affiche de film, Les 300, avec la bataille des Thermopyles. Et la bataille des Thermopyles, quand on était spartiate, effectivement, il ne fallait pas avoir peur. Et fallait en avoir non pas dans le pantalon, parce que je crois qu'ils n'avaient pas de pantalon à l'époque, ils avaient plutôt des shorts, mais et ils étaient plutôt courtement vécus, nos Spartiates, mais courtement vêtus et courtement vécus aussi quand ils allaient à la bataille. Bon, Pierrot, pourquoi ce bouquin? Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce titre? Alors c'est un livre où j'ai pris entre 6 et 8 ans pour l'écrire. Et il y aura un tome 2 qui touchera des thèmes complémentaires. Mais certainement, tu sais, quand j'ai commencé à écrire Survivre à l'effondrement économique, où j'expliquais qu'autour de 2020-2025, on commencerait à avoir des gros chocs qui nous amèneraient à des cassures dans les systèmes d'approvisionnement, dans les structures économiques, en tout cas en Occident, et à des pénuries de plus en plus fortes de tout, mais en commençant par les matières premières. Alors bon, 2020-2025, c'était une date comme ça qu'il fallait à peu près donner, basée sur des tendances. Je m'attendais à ce que, puisque dans ce livre, j'expliquais aux lecteurs quoi faire et comment se mettre en action pour avancer, pour se préparer, pour se mettre dans une situation où on allait avoir le moins possible d'impact de ces crises que je voyais venir, y compris des guerres, j'avais écrit même des pandémies possibles et des choses comme ça. Eh bien, beaucoup de gens m'ont dit, écoute, le problème, c'est que c'est très anxiogène parce qu'avant, tout était beau, le ciel était bleu. Maintenant que je vois que tu nous prévois des orages et des tempêtes, je ne pense plus qu'à ça et ça me stresse et je stresse ma femme et je stresse mes enfants en leur disant, il faut acheter des boîtes de raviolis. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux. Moi, au contraire, je veux que vous vous prépariez dans la sérénité en vous disant, voilà, ici va se passer des choses mauvaises, comme le confinement, par exemple, du Covid qui a eu lieu en 2020. Eh bien, pour ceux qui étaient préparés, comme moi, ou en plus qui sont un peu de nature solitaire, ce qui est mon cas, pour moi, c'était genre, yes, je peux enfin être tout seul, je peux enfin être tranquille avec mes enfants et ma famille chez moi. Et si jamais les supermarchés devaient être fermés, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me préparer, j'ai de l'électricité, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des amis, j'ai des voisins, etc. Et puis, je me suis dit, voilà, probablement, j'ai pas assez bien expliqué. Et j'ai commencé à travailler sur comment on se débarrasse de cette anxiété et de ces peurs. Et puis, je suis rentré dans le petit tanier, dans le petit trou du lapin, là, comme on dit en anglais, et j'ai commencé à étudier qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et tu parlais des Spartiates qui ne devaient pas avoir peur, et ce qui est très intéressant, c'est que la peur, en fait, elle nous vient de manière instinctive. On réagit par instinct quand on nous jette quelque chose, quand on perçoit du danger, et la peur est une amie qui veut nous sauver. C'est un instinct de survie extrêmement primordial, extrêmement puissant.
mais qui peut devenir débilitant et dommageable, y compris pour notre santé, quand il devient chronique, quand il devient permanent, ou quand justement on la projette dans l'avenir. C'est une des facultés du cerveau humain de penser à l'avenir, chose que les animaux ne font pas trop, et donc de développer ce qui est l'anxiété, cette anxiété qui peut nous ronger, qui peut nous paralyser, parce qu'elle court-circuite dans le mauvais sens, ce circuit de réponse à la peur qui est soit la fuite, soit la paralysie, soit le combat, soit la soumission, et soumission que ceux qui nous font peur constamment essayent d'obtenir de nous, et souvent réussissent. Et donc, j'ai creusé un peu ce travail, et c'est pour ça que c'est un gros livre de 900 pages, mais qui est assez complet dans cette première partie, comme tu as pu le constater, et qui nous amène à d'abord comprendre qu'est-ce que la peur, quel est ce phénomène physiologique, physique, mental, comment on réagit, parce que si on ne comprend pas nos réactions, on ne peut pas les détecter, on ne peut pas les identifier, on ne peut pas les comprendre, et donc savoir faire la différence entre ce qui est réellement un danger et auquel cas il faut réagir, ou ce qui est un faux danger. Je prends l'exemple que donne Joseph Ledoux, parce que j'ai beaucoup d'interviews de gens qui sont bien plus compétents que moi et bien plus calés. Donc là, c'est un des neurologues les plus élevés au niveau de réputation dans le monde. Donc Joseph Ledoux, que j'interviewe, nous explique, voilà, parfois on peut être dans son jardin, on se balade, on jardine, et tout d'un coup, on a notre cerveau, avant même que nous en ayons conscience, lui, il voit, il y a un truc qui serpente là dans le jardin. Donc notre cerveau se dit danger, serpent, on a une mémoire très ancestrale qui a peur des serpents, parce que si on se fait mordre, on peut mourir, et donc qui nous fait qu'on sursaute. Et on ne comprend pas pourquoi. Et notre cerveau conscient, qui est beaucoup plus lent parce qu'il se concentre sur beaucoup moins et qui doit processer de manière consciente un certain nombre d'informations moindres que le cerveau instinctif, qui lui voit tout, sent tout. Simplement, il fait un tri entre ce qui nous envoie ensuite de manière consciente sur ce qui est important. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi j'ai sursauté? Ensuite, on voit un truc et on se dit, oula, il y a un serpent dans le jardin. Puis en fait, on voit que ce n'est pas un serpent, c'est le tuyau d'arrosage qui est dans l'herbe haute. Et là, on se dit, ouf, c'est bon, c'était rien. Fausse alerte, notre corps se calme, notre battement cardiaque rebaisse, etc. C'est comme ça que fonctionne la peur. Donc, la peur, donc c'est un système d'alerte. Malheureusement, quand on nous dit jour après jour, année après année, ayez peur de ça, ayez peur du chômage, ayez peur de la maladie, ayez peur de ci, de la guerre maintenant, de perdre votre argent. J'ai un article, enfin j'ai un interview et un chapitre sur la peur dans la finance, dans les systèmes financiers que tu connais. On est motivé par la greed and fear, comme on dit en anglais, pas l'avarice, l'appât du gain et la peur, beaucoup, et qui sont très dangereux quand ils ne sont pas maîtrisés. Bref, j'ai voulu expliquer la peur en premier lieu et ensuite donner, dans ce tome 1, les pistes de réflexion, d'abord philosophiques, parce que si on ne comprend pas pourquoi nous avons peur de certaines choses complexes, qui ne sont plus le serpent dans le jardin, mais qui sont la mort, qu'est-ce qui se passe après, la peur de la douleur, de la violence, la peur de perdre, la peur de l'inconnu, la peur d'être rejeté, etc. Si on ne comprend pas ces peurs philosophiques fondamentales, c'est très joli de faire de la méditation et de la respiration, chose qu'on parlera dans le tome 2, mais on ne les a pas résolues. Et il faut en tout cas les aborder. Donc j'ai commencé ce premier tome par là. Donc je fais une petite longue introduction à mon objectif par rapport à ce livre. Oui, alors, et d'ailleurs, quand tu parles de la peur de la mort, ce qu'il y a je trouve vraiment de passionnant dans ce bouquin, c'est que alors effectivement, c'est quasiment 1000 pages, donc en 1000 pages, on a le temps de dire beaucoup de choses. Et on est dans un monde où on ne prend plus le temps de dire beaucoup de choses, et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup. Alors effectivement, comme ça, là, c'est un peu impressionnant. Mais tu vas, par exemple, sur cette partie de la mort, tu vas parler des religions, des différentes religions, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, l'islam, bien entendu. Donc, tu passes en revue la manière dont ces sujets sont appréhendés par les différentes religions, ce que ça peut apporter aux gens. Je trouve ça passionnant, d'abord parce que c'est extrêmement ouvert et œcuménique, que ça permet de prendre vraiment beaucoup de distance par rapport à des sociétés qui sont
avec de moins en moins de divin en elle. Hein, je parle de nos sociétés occidentales. C'est pas le cas du tout des sociétés musulmanes, hein, où le divin est encore très 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 présent. Mais c'est vrai que nos sociétés occidentales sont de plus en plus avec une absence de divin, de spiritualité. Et d'ailleurs, on voit que ça peut manquer à beaucoup de gens, sans rentrer dans des débats religieux, simplement que c'est un besoin aussi, la spiritualité. Et donc, notamment dans la peur et dans la gestion de la peur, on se rend bien compte que la religion, c'est aussi pour beaucoup une forme de transcendance et une forme d'autre chose qui peut permettre aussi de mieux gérer ses peurs. Et tu en parles très très bien, avec ces mythes, ces histoires pour raconter aux enfants, papa est parti au ciel, machin. Bon voilà, toutes ces petites choses qui permettent vraiment de faire de la philosophie, de remettre la culture au sein de la réflexion. Parce que sans philosophie, sans culture, sans référence historique, on ne peut pas avoir de réflexion. Et c'est ce que vraiment tu fais de manière remarquable dans ce bouquin, et je tenais à te le dire. C'est pas juste un livre, c'est beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. C'est jamais pénible, c'est jamais fastidieux. Et donc moi, je me reconnais pleinement dans ce travail-là parce que c'est celui que j'essaye de faire, en vulgarisant sans jamais être vulgaire, en essayant modestement de mettre à la portée du plus grand nombre. Sans être pénible ou pédant. Voilà. Et je trouve que le travail est super bien réussi. On sort de la lecture de ce bouquin, on est beaucoup moins bête qu'en y rentrant. On a pris de la hauteur, on a pris de la réflexion, on a pris de la distanciation. Alors, autre chose qui m'a marqué dans ce livre, et je voulais que tu en parles à ceux qui nous écoutent. Donc, tu parles évidemment d'un certain nombre de choses, et je ne vais pas divulgacher, comme on dit en bon français, spoiler, comme on dit en anglais, la lecture de cet ouvrage, parce que ça doit être une expérience de lecture et une expérience personnelle et un travail individuel. Simplement, donc tu parles de plein de sujets, et très, très régulièrement dans le livre, tu proposes des exercices. Mmh. Pourquoi tu as voulu architecturer ça comme ça? Je pense avoir ma petite réponse, mais je veux que ce soit toi qui la donne. Alors, j'ai gardé dans mon style d'écriture, comme tu l'as dit, la volonté de rendre le livre accessible pour que j'ai des enfants qui sont adolescents, qui, comme tous les adolescents aujourd'hui, rechignent à lire parce que c'est trop long c'est trop lent. Donc, je voulais écrire de manière à ce que ce soit compréhensible, bien que ce soit des sujets complexes, par des jeunes aussi, et qu'ils puissent apprendre quelque chose. Et pour ça, j'ai d'ailleurs gardé dans mon style, plutôt la manière dont je structure mes chapitres, les histoires de fin de chapitre qui illustrent par des petites histoires qui se recoupent d'un chapitre à l'autre, les différentes illustrations de ce que ça peut impliquer, la religion, la philosophie, le bien, le mal, comment développer son éthique personnelle, etc., dans des situations quotidiennes. Et puis, je me suis dit, c'est pas suffisant. Parce que ce travail sur la peur, en fait, m'a forcé, parce qu'au début, je suis parti de manière un peu arrogante, en disant, mais c'est bizarre, parce que moi, j'ai peur de rien, dit-il de manière naïve. Et puis, en faisant ce travail, je me suis rendu compte que moi aussi, comme tout le monde, eh bien, on a des peurs existentielles, on a peut-être même des angoisses, et qu'elles sont sans doute à la source de tout ce que j'écris et de tous les préparatifs que je fais et que j'incite les gens à faire. Et donc, j'ai travaillé sur cela. J'ai travaillé sur des techniques, toutes sortes de choses qui m'ont fait du bien, qui me continuent à faire du bien, que je continue à pratiquer. Et je me suis dit, comment je peux, sans faire un truc de développement personnel un peu bâclé, et sans tomber dans la psychologie, parce que je ne suis pas un psy, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un thérapeute, un psychothérapeute. Comment est-ce que je peux inciter toujours à la réflexion le lecteur par le biais d'exercices? Et donc, j'ai réfléchi à des exercices. Donc, dans chaque chapitre, il y en a un ou plusieurs qui vous font réfléchir. Alors, les premiers, au début du livre, sont très simples. C'est quoi vos peurs? Est-ce que vous pouvez les écrire sur un papier? Il y a une raison très importante pour laquelle on les écrit plutôt que de simplement y réfléchir.
qu'on les note. Et puis, au fur et à mesure des chapitres, on va faire des exercices de plus en plus pointus, de plus en plus intimes, qui parfois vont être, je vous le dis, vont être difficiles pour vous, non pas parce qu'ils sont difficiles d'un point de vue intellectuel ou pratique, parce qu'ils vont vous forcer à découvrir qui vous êtes. Et c'est un travail qui, parfois, est sympathique, mais parfois vous ouvre des choses difficiles. Si vous devenez suicidaire, comme j'ai un chapitre qui explique qu'il ne faut jamais se suicider, allez voir un psy, allez voir un médecin, bien sûr, mais découvrir pourquoi nous réagissons d'une certaine manière, pourquoi nous avons certaines peurs, nous force inévitablement à regarder dans notre histoire familiale, personnelle, où sont les traumatismes, quels ont été les chocs qui nous ont amenés à avoir ce qui pourrait devenir ensuite des phobies ou des peurs paniques irraisonnées. Elles sont irraisonnées pour les autres, mais pour vous, il y a une raison pour laquelle vous les avez. Et donc, j'entame par ces exercices l'incitation au lecteur de travailler, et il y en a plein, il y en a vraiment des dizaines de ces exercices, et de mettre en application les notions peut-être un peu théoriques que les gens que j'interviewe, parce que ce sont des experts, peuvent nous donner. Par exemple, on a une psychothérapeute très connue en France que j'ai interviewée qui nous parle des schémas, comment est-ce que les schémas mentaux fonctionnent et se mettent en place. Et ensuite, j'embranche sur un exercice qui vous pousse à essayer de comprendre les vôtres, par exemple. Parce que c'est très bien d'avoir une approche théorique. Après, le lecteur, il peut choisir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va lire, il peut sauter d'un chapitre à l'autre, y revenir, il peut choisir des exercices qu'il va faire en priorité ou ignorer. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour contrôler, de toute façon. Mais j'ai trouvé que c'était un instrument pédagogique pour progressivement vous faire rentrer dans cette compréhension au fond de vous-même. Parce que l'introspection, in fine, c'est ce qui nous permet de comprendre nos tenants et nos aboutissants intimes et personnels, pour ensuite, et c'est un chapitre vers la fin, comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'on peut tous se faire des plans sur la comète. Je veux être riche, je veux réussir dans ma vie, je veux avoir une famille, je veux avoir le corps d'un Apollon. Mais si on ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas et pourquoi nos résolutions de début d'année, elles échouent à chaque fois, c'est un exemple. Eh bien, c'est parce que on ne se connaît pas soi-même très très bien. Et Aristote nous disait connais-toi toi-même, ce qui est la base de la vie en fait, de comprendre qui on est. On a tous ces moments, la nuit, le soir, on se dit mais au fond je suis qui ? Et c'est important de le faire. C'est important quand on est adolescent, c'est important quand on est un jeune adulte qui fonce, qui veut faire une carrière, qui veut réussir. Et c'est important quand on a un petit peu plus de poils blancs sur le menton et qu'on se dit toi en plus t'as des cheveux, t'as de la chance. Mais de moins en moins, Pierrot, de moins en moins. Ah, mais t'en as de la chance. C'est le désert qui avance, rassure-toi. Tu as le haircut du CEO, toi. Tu aurais pu faire carrière alors que moi, non, c'est pas possible. Et donc, quand on a un petit peu de ces poils blancs, ces cheveux gris, on se dit, ok, je suis à un certain point dans ma vie, peut-être à la moitié ou peut-être plus qu'à la moitié. Au fond, qui suis-je ou vais-je dans quelle étagère ? C'est quoi le but de tout ça ? C'est quoi le but pour moi ? C'est quoi le but pour les gens autour de moi ? Et comment je peux ou pas les aider ? Comment... Et ces questionnements, on les a tous. On les fait tous. Je n'ai pas inventé la poudre, je n'ai pas inventé l'eau chaude sur ce point-là. Mais simplement, j'essaie de focaliser sur des exercices qui nous forcent à travailler sur ce qui est important. Et qui invite, et je crois que c'est l'immense avantage d'un bouquin. Tu disais que tu n'étais pas là pour surveiller, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un outil que vous pouvez aller acheter en librairie, et cet outil, chacun va pouvoir s'en servir en liberté complète. Alors, j'adore ça, moi qui suis un grand défenseur de la liberté individuelle. J'aime ça, j'aime ces outils qu'on peut mettre à la disposition du plus grand nombre et que chacun va pouvoir utiliser à la hauteur dont il est capable, dont il a besoin, de ce qu'il souhaite, dans le respect de ses fragilités, de ses faiblesses, de ses forces. Voilà. Et donc j'aime ce respect qui met la liberté de l'individu devant, en lui offrant un outil dont il va pouvoir user à sa convenance. Et ça j'aime beaucoup. Et donc oui, dans ton ouvrage, et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé, il y a de très bons outils, il y a de très bons exercices. Et vraiment, j'insiste,
il y a au cœur un outil majeur de 1000 pages qui vont aider à réfléchir. Tu parlais d'Aristote, tu aurais pu évoquer les stoïciens que tu évoques également. Donc, on va parler dans cet ouvrage vraiment de philosophie, des grands penseurs. Donc, pour les plus jeunes, ce sera dans ce monde inculte et inculturé, ça va être pour beaucoup une découverte. Pour les plus anciens comme nous, avec la barbe blanche, c'est une redécouverte, une révision, ou de se remettre des choses qu'on avait un peu oubliées au cœur de nos réflexions. Et c'est fondamental parce qu'on se rend compte que finalement, c'est vieux comme le monde, tout ça. Hein, j'ai commencé par te parler de cette couverture qui me faisait vraiment penser aux 300 et aux Spartiates et à cette bataille des Thermopyles qui est vraiment, voilà, ça nous renvoie à l'histoire très, 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 très lointaine. Ce livre-là, il nous permet de mieux comprendre et de réfléchir sur, effectivement, comme tu le disais, quelque chose qui est ancestral, qui est la peur et l'anxiété. D'ailleurs, tu parles très bien de la différence entre peur et anxiété. C'est rare qu'on définisse ça. Hein, bon, c'est quelque chose pareil. Ça m'a frappé à la lecture du bouquin. Je me suis dit, bah, tiens, oui, il y a une vraie différence entre peur et anxiété. On n'en parle pas. Et est-ce que là, tu veux bien, pour nos auditeurs, faire un petit divulgachage sur la différence entre peur et anxiété, nous en parler? Pourquoi je voulais évoquer ça spécifiquement avec toi? Je pense que ceux qui nous regardent vont vite comprendre. Anxiété climatique, peur de la guerre. Chez les gamins et chez nos jeunes, il y a une forme effectivement de passivité. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des gamins, d'être à la campagne, de les élever voilà, dans les champs et à l'air libre. Et c'est comme les petits poulets de louer, ils sont élevés en plein air. Donc, voilà, j'ai cette grande chance-là. Je pense que c'est infiniment plus difficile quand on est en milieu très urbanisé dans les grandes villes. Je vois cette anxiété climatique et même à la campagne chez beaucoup de jeunes, chez beaucoup de lycéens. Et ce que je constate, c'est un effondrement du faire, un effondrement de l'action, un effondrement de la projection dans le futur qui n'est plus désirable. Et j'observe, rien de scientifique, mais mes yeux me renvoient quoi? Ils me renvoient une passivité majeure chez les jeunes. Et donc voilà, je trouvais intéressant de parler peur, anxiété, et je te laisse la parole là-dessus, Pierrot, par rapport à ce que tu as pu travailler, à tes réflexions, à ce que ça peut t'inspirer. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas Nietzsche ou Aristote ou Marc Aurèle, dont je parle beaucoup dans ce livre, je leur dis c'est un peu comme Lafouine ou Nakamura, mais un tout petit peu mieux quand même. Et donc, la peur et l'anxiété. Alors, encore une fois, la peur est notre amie. La peur est une alliée qu'on peut maîtriser et qu'on peut utiliser à notre plus grand avantage. Et elle a la particularité d'être dans l'immédiat. La peur, ça se passe ici et maintenant. C'est dans l'instant présent qu'on a peur. L'anxiété, c'est quand on projette la peur dans l'avenir. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et qui a à la fois l'avantage de nous permettre, parce que nous avons un cerveau assez évolué, parce que nous avons une conscience de ce dont nous avons besoin dans l'avenir, nous pouvons nous projeter dans l'avenir. C'est une grande différence que nous avons avec les autres animaux. Nous sommes un animal, pas que, nous sommes aussi un animal. Et donc, en nous projetant dans l'avenir, on peut imaginer ce qui va se passer. Par exemple, on va y avoir un hiver. Et dans cet hiver, il va falloir se chauffer. Et donc, on commence déjà en été à couper du bois pour l'hiver qui arrive, parce qu'il faut qu'on le sèche pour qu'il n'enfume pas la maison, etc. C'est basé sur l'expérience, c'est basé sur un petit peu l'instinct, mais c'est aussi basé sur la réflexion. Et donc, on va commencer à utiliser notre peur dans le futur qui s'appelle l'anxiété pour, avec nos instincts, nos intelligences et nos expériences, fabriquer quelque chose qui va nous aider et nous permettre de ne pas souffrir, de ne pas subir, de ne pas être dans la douleur, voire si tu te retrouves sans rien l'hiver en Sibérie, t'es mort. Le souci, c'est que nous avons aussi un cerveau qui est capable d'imaginer plein de choses. Et notre cerveau qui imagine plein de choses, il peut gamberger, il peut partir en vrille, il peut partir sur des choses complètement folles. Et malheureusement, depuis que l'ingénierie sociale existe, à peu près un siècle, si au début, on nous expliquait qu'on nous manipulait pour notre bien,
nous expliquait que fumer, c'était bon pour les femmes enceintes, que tel médicament était bien, d'autres non. Puis ensuite, ça change. On nous explique qu'un jour, on nous dit le gras, c'est ce qui crée les crises cardiaques et les accidents cardiovasculaires. Aujourd'hui, non. En fait, le gras est plutôt bon. C'est le sucre. Et c'est ça. Ah oui, on le savait déjà dans les années 70. Pourtant, on a attendu les années 90 pour nous dire l'inverse. Il y a toute une industrie qui avance avec inertie, etc. Et néanmoins, on nous faisait peur, si on veut, pour nous gérer, comme le cheptel que nous sommes, plutôt pour progresser, pour quand même continuer à augmenter le chiffre d'affaires le PNB, pour continuer à augmenter notre confort. Et puis, partir de le terrorisme à partir du 11 septembre, mais surtout, voilà, depuis la 2020, on nous fait peur de manière constante, non plus pour nous pousser à faire de la consommation, en gros, à consommer, on nous stresse pour qu'on obéisse, pour qu'on soit compliant, on dirait dans les entreprises, mais obéissant et soumis à tout ce qu'on nous demande, y compris piquer les sous dans nos poches et dans nos comptes en banque, sur notre immobilier, voire envoyer nos gamins se battre dans des guerres qu'on n'a pas choisies. Maintenant, ça fonctionne à la limite si on nous dit « je te fais peur parce qu'il risque d'avoir ça », et voilà les conséquences. Mais cette constante peur qu'on nous met dessus, elle va créer non seulement de la peur immédiate, mon Dieu, Poutine va venir manger les poules du grenier ou les écureuils du jardin. Tout, mais pas mes poules. Voilà, il va manger les singes, il va tous nous dévorer. Bon, le problème, c'est que notre cerveau, il va se dire, oui, mais alors, et après, on va, même chez les complotistes, que nous ne sommes pas, on va se dire, oui, mais alors, si on vient nous piquer l'argent, comment je vais faire ? Et on part sur des théories parfois justes, mais parfois complètement folles et parfois exagérées, où on va commencer à dire, je vais penser à quitter mon pays, partir en Argentine, ou alors il faut que j'investisse d'une manière très risquée parce que je veux absolument devenir millionnaire dans les 3 prochains jours, parce que voilà, il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir partir en Argentine. Et en fait, on va commencer à être déraisonnable. Et encore une fois, si ça dure que 2 jours, c'est une chose. Mais ça se prolonge. Moi, ça fait des années, des dizaines d'années que j'entends des gens me parler de la planète X, de Nibiru, je sais pas quoi, des Anunnaki qui viendraient sur Terre, enfin des choses délirantes. Des choses qui ne sont absolument pas. C'est pas comme dire, voilà, la production de pétrole l'année prochaine va augmenter, va baisser, parce qu'on a des données du passé, puis on peut projeter un petit peu l'avenir, et puis là-dessus, on peut imaginer des scénarios géopolitiques qui ferment tel détroit, tel canal, et donc, ça fait augmenter les prix, et donc, ça a un impact sur les prix de la boîte de raviolis. Non, il y a des gens qui font partir sur des folies du genre, attention, dans le virus ou dans les vaccins, il y a des métaux, des nanoparticules. Attends, je pense qu'il y a assez de gens qui sont malades juste avec le truc de base. Si en plus on commence à partir sur des fantaisies ou des gens qui me disent « Oui, mais ils vont nous faire un virus qui va tuer 90% de la population », je dis « Mais c'est impossible, même en laboratoire, la physique, la biologie, ça fonctionne pas. C'est pas un film de science-fiction, la vie. Il faut être raisonnable. Alors certes, on peut être méfiant, oui, c'est peut-être bien, mais on ne va pas partir sur un truc délirant. Et ça, c'est le problème de l'angoisse, de l'anxiété, qui va nous faire partir en vrille notre cerveau. Et le résultat, parce que c'est ça qui compte, c'est que vous n'allez rien faire. Oui, tout est un complot, ça fait des siècles qu'on nous prépare pour les guerres, la première, la deuxième, la lettre de Pike à Mazzini, on en entend dans tous les sens. Les francs-maçons, les juifs, les arméniens bouddhistes, attention, ok, d'accord, peut-être, on peut regarder des faits, mais à la fin, en partant dans ces délires, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Combien de temps on passe à délirer ? Moi, je suis le premier à être très, très, très suspicieux sur, par exemple, le 11 septembre. Ça nous remonte après bientôt 25 ans. Mais à la fin, si j'avais passé ma vie à faire ça, je n'aurais pas passé ma vie à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de ma famille, à travailler dans l'action. L'action dont on parlait tout à l'heure, qui nous permet de réduire notre anxiété. Et ça a un impact sur notre santé, il ne faut pas l'oublier. Sérotonine, dopamine qui se compensent ont des effets sur notre corps. Des effets positifs, des effets négatifs. Et en travaillant, en réduisant notre anxiété, en étant dans l'action, en étant dans la raison, j'ai un chapitre que tu as vu sans doute sur
comment on développe une éthique personnelle. Une éthique personnelle nous permet d'être droit. Mais cette éthique, c'est pas des valeurs que l'on va changer ou la morale, parce que les gens n'ont que le mot moral à la bouche. Mais la morale, on la change. Et en France, les valeurs de la République. Voilà. Et ces valeurs changent, elles sont en géométrie variable en fonction des intérêts du moment, individuel ou collectif. Qui dirige. Et en fait, non, c'est pour ça qu'en théorie, il y avait une constitution qui était inamovible. Enfin, on voit que c'est un bout de papier qu'on peut utiliser comme bon nous semble. L'idée, c'est à partir du moment où on a une éthique qui est basée sur la raison, notamment, pas que, mais sur la raison, eh bien, je définis, en même temps, je reprends Kant, donc c'est pas moi qui ai inventé comment on définit une éthique, hein, mais le Kant, c'est un peu comme Booba, mais en mieux, pour les jeunes qui nous écoutent. Et donc voilà, j'essaie de nous donner cette droiture mentale qui va nous permettre de ne plus subir. Genre, il peur de ci, il faut faire ça, c'est ça, les nouvelles valeurs. Toi, tu dis non, moi je sais très bien où je vais. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de religion, parce qu'ils n'y croient pas. En revanche, ton éthique, on peut la construire, notre éthique personnelle, on peut la construire avec la religion ou à côté. Il n'y a aucun souci. Parce que, petite parenthèse rapide, quand tu parlais de la religion, c'est un chapitre où a priori, quand je l'ai démarré, je me dis, ça y est, je vais me prendre des fatwas des athées comme des religieux. Et en fait, j'explique que non, les religions, elles peuvent nous permettre de nous structurer et qu'il faut savoir être malin et conscient de la partie qui est un peu folklorique, on va dire, pour être gentil, et la partie qui est saine et qui est très utile, parce que l'on soit religieux ou non, la réalité, c'est que notre cerveau, il est religieux. Et on voit les religions, entre guillemets, laïques, que sont le communisme, ou le socialisme, ou l'étatisme, ou le covidisme, ou le climatisme. Le climatisme, qui est une religion, avec ses croyants, et ses croyants et ses rituels. Hein. Avec les rituels, les saints, Sainte Greta, on a les prophètes, on a le texte, on a le corpus, le truc du Club de Rome, etc., qui ne dit pas que des conneries, qui disent des choses importantes, et la pollution, c'est un problème, etc. Mais qui ont structuré ça d'une religion avec les anathèmes, les gens blasphémateurs. Et les excommunications, etc. Et la violence potentielle sur ceux qui n'obéissent pas. Alors, de toute façon, on vient et la dîme obligatoire, les taxes carbone, etc. Donc, notre cerveau est malheureusement ou heureusement religieux. Nous sommes dans une évolution constante et nous sommes encore au stade où nous avons besoin de ça pour nous structurer. Mais on peut le faire intelligemment avec l'éthique et ça. Je referme la parenthèse pour revenir au point de départ qui est de dire, voilà, tout ça, ça nous permet de travailler sur notre angoisse. L'angoisse, c'est la peur projetée dans l'avenir et qui très souvent, surtout dans un monde où on nous angoisse constamment, parce qu'en plus, on a les peurs et les angoisses du quotidien, on a le stress. Là, il y a un chapitre sur le stress. Il y a le stress du quotidien qui nous fait du mal, le petit chef, les factures à payer, les amendes, le contrôle constant, les contrôles fiscaux. Bon, ça c'est plutôt en France, pas trop chez moi en Suisse, mais bref, il y a toutes ces choses qui s'accumulent tout le temps. Ta femme qui t'engueule, ton mari qui rentre tard le soir, on ne sait pas pourquoi. Bref, tous ces stress qui s'accumulent. On ajoute dessus cette volonté d'ingénierie sociale par la peur qui devient de plus en plus flagrante, qu'on voit de plus en plus et qui, alors je dis, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'accentue et la fréquence augmente. On nous fait peur tout le temps. Avant, c'était une fois chaque 2 ou 3 ans où il y avait des attentats terroristes qui étaient mis en valeur. Bon. Maintenant, c'est tous les 3 jours, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau stress. Alors certes, ça fait vendre les journaux, mais ça nous fait du mal et donc on a besoin absolument de reprendre le contrôle de notre esprit, de notre corps, de notre mental et donc de maîtriser cette anxiété. Est-ce que j'ai expliqué un petit peu? J'ai fait une longue dérive. C'est parfait. C'est que si je résume, Pierrot, l'angoisse, c'est la peur immédiate projetée dans l'avenir. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. C'est fondamental de le comprendre pour soi, comme pour les autres, comme pour notamment ses enfants et pour les protéger. Je dirais aussi, et c'est très 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 important, tu as commencé en parlant un peu de ce que les gens disaient, c'est tu nous fais peur, tu nous angoisses. Et en réalité, c'était un procès qu'on pouvait faire aux Cassandres que nous étions il y a quelques années,
Et au fil du temps, c'est plus nous, les Cassandres, qui faisons peur. Ceux qui font peur aujourd'hui sont finalement et paradoxalement ceux qui donnent l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la réalité qui devient un espèce de complot permanent ou qui devient une espèce de peur permanente ou effectivement d'anxiété permanente. On a atteint un point, je pense, de non-rupture et de non, enfin, un point de non-retour, pardon, et un point de rupture et de non-retour avec le Covid, avec la mascologie, avec le fait que si tu vas faire un bisou à papy-mamie, tu vas les tuer quand tu es le petit-fils, avec de la culpabilisation, avec bon, en plus l'utilisation de ce qu'on appelle les techniques nudge, qui sont des techniques de manipulation comportementale et d'influence extrêmement puissantes basées sur les neurosciences, etc. Et on sait que ça a été utilisé pendant le Covid, on sait que ça a été spécifiquement utilisé, particulièrement en France, où le gouvernement a été aidé. Donc je pense sincèrement que ce bouquin-là, Survivre à la peur, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est survivre à la peur qu'on nous impose, aux anxiétés que l'on construit chez chacun d'entre nous, et ces anxiétés et ces peurs et ces anxiétés cumulées amènent à une destruction de notre stabilité psychique, à une déstructuration de notre stabilité psychique. Évidemment, ça concerne les adultes, encore plus les jeunes et les enfants qui sont en construction, mais ça concerne aussi les adultes. Ce bouquin, c'est survivre, mais c'est en fait un manuel de survie. Et dans ce manuel de survie face à la peur et à l'anxiété que l'on subit, et qui n'est pas notre fait à nous les Cassandres, en réalité, ceux que l'on accuse d'être les Cassandres sont ceux qui essayent de vous apporter les solutions. Donc toi, tu le fais dans ce bouquin, moi je le fais dans mes vidéos et dans mes dossiers stratégie. Et on invite toujours effectivement à l'action, et c'est pas un hasard si j'ai parlé des exercices que tu préconisais, c'est que l'une des manières évidentes, et on apprend ça à l'armée, de combattre l'anxiété, de combattre la peur, c'est l'action, c'est l'entraînement. Et moi, pendant que tous les gamins avaient peur en France du confinement, moi, les miens, ils étaient en train de couper des morceaux d'oignons pour les congeler avec des morceaux de poulet pour mettre au congélateur, ce qui ne servait objectivement strictement à rien, ce que je savais tout à fait, mais qui les permettait de les mettre dans l'action, de faire quelque chose ensemble, collectivement, de sourire, de rigoler et de dédramatiser complètement le réel. Voilà. Et donc, Pierrot, je voulais conclure ce petit moment passé ensemble sur ce sujet-là. Je voulais que tu nous parles de l'importance de l'action, de l'importance de l'entraînement et conclure sur l'importance de ton livre comme un manuel au-delà de la peur. Finalement, j'ai presque envie de dire que tu pourrais presque renommer ton bouquin, ce qu'il ne faut pas faire, mais manuel de stabilité psychologique pour la famille. Voilà, c'est ça que ça m'inspire. Merci en tout cas de l'éloge que tu fais de mon livre. Tu sais, quand on est un écrivain, comme je dis souvent, si j'avais voulu faire des livres plus faciles à écrire et même plus rémunérateurs en réalité, parce que j'en aurais fait un tous les ans, ça aurait été très facile de surfer sur le succès du deuxième livre et de dire voilà comment survivre en faisant du camping dans la forêt. Ensuite un autre livre sur comment faire du feu, ou alors ensuite faire un grand écart en disant comment préparer ton patrimoine pour des jours difficiles, alors que j'y connais pas grand chose. Enfin, un livre sur comment éduquer tes enfants pour la survie, des trucs. Ça aurait été assez simple de décliner dans 1001 produits dérivés ce truc, mais voilà, j'essaie vraiment de faire réfléchir les gens et de les inciter à faire des actions qu'ils auront choisies eux-mêmes. C'est important, je ne suis pas un gourou, je vous donne une marche à suivre,
mais je ne vous dis pas, je ne vous donne pas un catalogue de choses à faire. Les gens ensuite ils peuvent venir chez toi pour la partie financière par exemple et s'abonner à ta lettre d'information, ou alors chez moi sur mon site il y a des formations, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Mais l'important dans l'action, c'est que elle nous apprend d'abord à faire, parce que c'est pas facile. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais moi, je sais pas faire ceci, cela, je suis pas un psychologue, je suis pas. Alors, on va faire le travail petit à petit. Et puis, en plus, ça va nous apprendre la discipline, la rigueur. La discipline, surtout la rigueur, qui est la discipline qu'on s'impose soi-même, elle va nous dire, voilà, bah, dorénavant, je vais, suite aux exercices et aux réflexions que j'ai faites et aux plans que j'ai mis en place, je vais mettre en place, par exemple, alors ça peut être, je prends un exemple très très simple. Quand je vais faire mes courses et que je dépense 50 euros je ne sais pas si en Suisse c'est un repas pour une personne. Non, j'exagère. Non, c'est un peu moins quand même. Ça a beaucoup augmenté, mais c'est un peu. Je suppose que pour une famille de 4 personnes, tu peux faire 2-3 jours avec 50 euros. Et on va dire 100 euros pour la semaine. Eh bien, tu te dis, bon, je vais faire un effort, je vais essayer de gagner un petit peu plus ou de dépenser un peu moins sur d'autres choses, mais je vais rajouter 20 euros pour acheter un petit peu plus de trucs que je vais mettre en réserve pour les mauvais jours, pour les moments difficiles, ou acheter une pièce d'argent par semaine ou par mois, ou mettre de côté pour m'offrir une formation qui va me permettre, pas de me reconvertir professionnellement, mais d'ajouter des compétences, d'ajouter des choses. Une des peurs qu'ont beaucoup de gens qui sont en situation précaire, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds mon boulot? Il va falloir que je retrouve du boulot, oui. Il va falloir que Mais mon Dieu, et si l'économie va mal? Et peut-être que tu apprends à chasser, tu apprends à pêcher, et tu vas te débrouiller pour ça va amener de la nourriture sur la table de ta famille en cas de perte de boulot, etc. Ou peut-être que tu vas apprendre, alors, bon, vous allez trouver que mes exemples sont un peu bizarres, mais tu apprends à les tirer, tu apprends à utiliser une arme, tu fais de l'exercice physique, et si tu perds ton boulot, ou à côté de ton boulot, si tu gagnes plus assez en ces périodes d'inflation, bah, tu peux prendre un deuxième boulot comme agent de sécurité ou garde du corps, c'est un peu plus technique, mais voilà, agent de sécurité par exemple, c'est un exemple je connais des gens qui font ça. Pour les JO, j'en recherche des milliers. À ce qui paraît. Moi, je zappe sur ces événements sportifs. Non, mais moi aussi complètement. Non, mais bon. Voilà, le pire, d'ailleurs. Voilà, c'est ça l'anxiété. Je commence à me dire, ma fille me dit, j'aimerais bien y aller. Moi, je dis, mais voilà. Donc, moi, j'aime pas les événements. En plus, il y a beaucoup de monde. C'est dangereux. Voilà, c'est mon côté anxieux qui ressort. Voilà, je suis pas agoraphobe, mais bon, aller dans un stade avec plein de gens, puis, ça me dit, c'est pas mon truc. Et donc, voilà, on peut se reconvertir professionnellement, on peut mettre aussi un petit peu de côté pour les coups durs. Au fond, beaucoup d'entre nous le font déjà de manière instinctive ou de manière raisonnée. Simplement, voilà, c'est quand on creuse pourquoi on le fait, pourquoi c'est une question importante qu'on peut se poser toujours. Mais souvent, on se rend compte que c'est parce que voilà, on a peur de quelque chose qui peut arriver, et c'est judicieux. C'est pour ça que je dis la peur est une amie. Il faut la contrôler, il ne faut pas la laisser partir hors contrôle, justement. Et en faisant ce travail de préparation, en fait, on la garde sous contrôle, on la tient en laisse, on la maîtrise et on l'utilise pour nous faire grandir, pour nous faire nous améliorer, et même pour les plus jeunes d'entre nous, pourquoi pas, effectivement, conquérir le monde, que ce soit sous forme financière, sous forme voilà, de développement de soi, de sa carrière, de sa vie personnelle, de sa vie privée. Je dis ça à mes jeunes, comme toi, j'ai des adolescents. Je dis à mes garçons, tu sais, si t'approches une fille en étant tout anxieux, en transpirant, en disant, je sais pas, est-ce que je peux te parler? Tu y vas avec confiance, tu auras peur, mais tu la maîtrises. Ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact, et puis c'est surtout que ça permet aussi de se projeter dans l'avenir, et j'insiste lourdement, parce que je pense que ça va parler à tous ceux qui vont pouvoir voir et écouter cette vidéo. Le problème majeur que nous avons aujourd'hui dans nos vies, c'est la peur, c'est le fait de crier avant d'avoir mal, et ça, c'est l'anxiété qui est notre peur irraisonnée, comme tu le dis si bien, projetée dans l'avenir. Et c'est, je crois, vraiment fondamental de pouvoir travailler
sur les peurs et sur l'anxiété, pour ne pas se laisser effectivement envahir par le côté anxiogène qu'on nous impose et qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Alors, et qu'on nous impose sans solution, c'est ça la différence. Avant, on disait attention, on s'occupe de vous, on vous protège. Maintenant, c'est attention et on va tous mourir. Et typiquement, l'anxiété climatique avec l'urgence climatique, c'est-à-dire que si on ne fait pas là maintenant tout de suite, et de toute manière, c'est déjà trop tard. De toute façon, on est déjà tous morts. De toute manière, c'est déjà irrémédiable. Et donc, vous allez tous disparaître dans des terribles souffrances. Ça contribue énormément au suicide des gamins de nos jours. C'est criminel, cette approche. Mais c'est criminel. C'est-à-dire que quand bien même ce serait vrai, ce que je vais vous dire là est horrible, quand bien même ce serait vrai, je pense que les papas que nous sommes tous les deux, à la question philosophique, toute vérité est-elle bonne à dire, on a déjà répondu, c'est-à-dire que pour tes enfants, certainement pas. Et donc, si tu sais qu'on est tous condamnés parce que l'astéroïde va tomber, machin, etc., tu le sais, tu ne le diras pas à tes enfants, on va faire le dernier feu de camp, on va chanter, on va danser, on va s'aimer, on va s'embrasser, et puis on partira ensemble et heureux, mais on ne leur dira pas pour qu'ils puissent en profiter au maximum et pour les préserver de la peur, de l'anxiété, de toute cette horreur qui finalement à laquelle on ne pourra rien faire. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est que tu anticipes le chapitre Carpe Diem de mon tome 2, mais un papa, normalement constitué, un parent, il va préserver ses enfants. Et une société fonctionnelle va protéger sa jeunesse. Alors, je parle d'un mensonge et qui est l'un des secrets le mieux gardé, qui est évidemment le Père Noël qui passe tous les ans. C'est l'un des secrets les mieux gardés au monde et l'un des plus grands mensonges faits aux enfants que la société préserve. Et donc, c'est beau, cette histoire. C'est simplement mignon, c'est simplement beau. Et donc, tout ça pour vous illustrer la nécessité de préserver, de protéger les enfants et de ne pas leur dire qu'ils n'ont pas d'avenir et qu'ils ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Et donc, cette passivité qu'on a chez nos jeunes, elle est évidemment intrinsèquement liée à cette anxiété qu'on leur crée et à l'incapacité des familles à comprendre cette anxiété et à agir sur cette anxiété et sur ces peurs. Merci Pierrot pour ce bouquin, vraiment, parce que il est d'utilité publique. Voilà, donc c'est effectivement, c'est une somme. Comme tu dis, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup, on n'est pas obligé de commencer à la première page et de terminer à la dernière. Ça peut se feuilleter. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois parce que sinon c'est trop gros. Donc il ne faut pas avoir peur de cette somme. C'est une somme de travail. C'est un très bon boulot. Merci Pierrot, vraiment très sincèrement. Moi en tout cas, j'ai déjà beaucoup travaillé et réfléchi à ces sujets à titre personnel. J'ai appris des choses. Ça me permet d'aller plus loin, ça me permet, moi, d'approfondir ma réflexion qui, pourtant, j'ai la prétention d'avoir déjà commencé et de l'avoir déjà bien avancé. C'est rare que des bouquins aujourd'hui m'apprennent quelque chose. Je le dis, c'est pas être pédant. J'ai 50 ans, j'ai des poils blancs, j'ai beaucoup lu, j'ai des centaines d'ouvrages chez moi, on va dire des milliers. Bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé. C'est rare qu'aujourd'hui un bouquin m'apprenne des choses. C'est rare que écouter quelqu'un m'apprenne des choses. Et donc, quand je repère quelqu'un qui m'apprend des choses, j'adore m'arrêter pour l'écouter. Et quand je lis un livre qui m'apprend quelque chose, ben, j'adore m'arrêter pour le lire. Voilà. Ton bouquin en fait partie. Merci beaucoup. J'espère que. Où est-ce qu'on peut l'acheter, Pierrot, ton bouquin? Alors, on peut l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Il faut faire fonctionner le petit commerce de proximité. Donc, profitez d'abord des librairies. Et si vous voulez enrichir Jeff Bezos, ou la Fnac, ou le truc, vous le trouvez en ligne dans toutes les crèmeries de vente en ligne. Eh ben, c'est super. Autre chose à rajouter, Pierrot, sur ce tome 1? Non, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Merci à toi pour ce boulot. Et vraiment, petit message de la fin, on a tous à travailler sur nos peurs, sur l'anxiété, à titre personnel, mais aussi de manière altruiste. Et vous savez à quel point j'aime l'altruisme et l'humanisme. Et je conclue souvent mes vidéos en disant aux gens, prenez soin de vous. Ben là, avec ce bouquin, c'est prenez soin de vous, mais aussi prenez grand soin des autres, de ceux que vous aimez.
de vos enfants, de vos amis, amenez-les à réfléchir, à être en recul sur cette peur et cette anxiété. Comme tu dis, ça a beaucoup d'effets sur la santé. Peut-être juste un petit mot là-dessus pour conclure, Pierrot. Ça, ce sera beaucoup sur le tome 2, mais clairement, l'anxiété génère du stress et donc génère toutes sortes d'hormones qui mettent en fonctionnement notre système nerveux de fuite ou de combat, en gros, pour faire simple. Et ce système nerveux est fait parce que nous avons évolué sur des millions d'années pour des stress intenses et très courts. Un gros chat qui veut nous manger, il faut partir, grimper à l'arbre. Donc, notre système nerveux, notre sang, nos organes sont mobilisés pour cet effort. Lorsque ce stress est continu, même s'il est de basse intensité ou de moyenne intensité, et qu'il est constant et qu'il est continu, et l'effet de l'anxiété, c'est de générer du stress sur notre organisme, eh bien, notre corps, au bout d'un moment, il lâche. Il va lâcher par petits bouts, il va donner la fatigue, il va donner peut-être plus tard des crises cardiaques, peut-être plus tard, peut-être même des cancers. Il y a toutes sortes d'études. Alors là, j'ai blindé l'aspect. D'ailleurs, j'en parle du stress dans le tome 1, mais j'ai blindé l'aspect médical. À chaque fois, tu renvoies en quelle page, à chaque fois, tu mets des sources. Donc, il y en a des milliers et des milliers de notes de bas de page avec des références d'études scientifiques, etc. Autant faire se peut. Parce que, voilà, il faut pas juste dire n'importe quoi. Après, les études, est-ce qu'elles sont n'importe quoi? Malheureusement, on peut plus en être sûr de nos jours. Mais en tout cas, j'essaie de montrer que, voilà, c'est dommageable. Et de toute façon, tout le monde le sait que sous stress, on est fatigué, on commence à parler mal à ses conjoints, à ses enfants. On l'a tous vécu, on a tous eu des moments où on est surmenage, tout ça. Mais en fait, ça peut être dû à l'anxiété qui génère ce stress qui nous fait du mal. Et nous en pâtissons, c'est mauvais pour notre qualité de vie, c'est mauvais pour les gens autour de nous. Et après, on met en place des cercles vicieux de mésentendre avec les gens. Voilà, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on est moins performant au travail, on est moins performant dans sa vie privée. Et la vie, c'est pas ça. Justement, on a évolué sur des millions d'années, encore une fois. Nos stresseurs étaient... voilà, il n'y avait pas besoin de Hobbes pour savoir que la vie était parfois violente et difficile. On se disait... oui, bah, dans ce coin, il y a des lions qui rôdent, on n'y va pas. Mais dans ce coin, il y a du gibier, ça vaut la peine de prendre un risque. Et finalement, on est en groupe et on travaille, on s'aime bien et on pousse au cul celui qui est un peu tir au flanc. Mais à la fin, tous ensemble, on va prendre nos bâtons, nos cailloux, on va chasser les lions et ramasser la carcasse. Puis plus tard, on va développer des technologies et l'engrenage vers le monde moderne se met en place. Mais il n'y a pas de stress. C'est ponctuel. Aujourd'hui, on est stressé le matin, on a les embouteillages, on connaît tous cette vie-là. Et donc, ça doit se gérer. Ça doit se gérer. Ça doit se gérer. Et là, on a un super manuel, Survivre à la peur. Merci beaucoup, Pierrot. Survivre à la peur, survivre à l'anxiété. La peur et l'anxiété sont sans doute les deux plus mauvaises conseillères. Donc, pensez à vous, pensez aux autres. Travailler la peur, l'anxiété, ça évitera que la moitié ou les trois quarts de ce pays dans lequel je vis, qui s'appelle la France, et duquel tu es un tout petit peu plus éloigné, Pierrot, puisque tu es de l'autre côté des montagnes. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Soit le plus grand consommateur d'anxiolytiques au monde. C'est pas rien. Traiter la peur par des cachets, c'est très bien. Et je suis pas médecin, mais c'est très bien à court terme pour répondre évidemment à une crise physiologique et physique. Mais la solution sur le long terme, elle est évidemment, et elle passe par le travail personnel. Vous avez un bouquin qui est là, il est à votre disposition, vous pouvez l'acheter, c'est pas un effort financier considérable. Vous pouvez travailler la peur de manière très différente, avec plein de solutions. Il y a des stages de développement personnel, vous pouvez aller voir un psychologue. Bref, vous pouvez aller voir, vous pouvez vous confesser avec un curé, aller voir votre imam. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes de gérer et d'affronter les peurs. Chacun va trouver la sienne. Là, en tout cas, Pierrot, tu nous as fait un bel outil et merci beaucoup. C'est un très bel ouvrage. Merci. À bientôt, les amis. À la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier.